Et d'Argentine, il va à nouveau en être question dans un œil sur les médias. Avec Karim Yayaoui qui est avec nous ce soir, comme chaque soir. Bonsoir Karim. Bonsoir. À la une des médias argentins, donc, le départ de Kirchner, l'arrivée de Mauricio Macri. Alors c'est vrai que, évidemment, toutes les unes de la presse argentine, ils sont consacrés avec Mauricio Macri qui a prêté serment, mais parfois on titre sur Macri, mais c'est la photo de Cristina qui s'en va qu'on a choisi pour illustrer un certain nombre de unes. En voici quelques-unes: Clarín, La Nación ou encore Rio Negro. Alors on s'arrête un instant sur un journal, Página 12, qui est un journal plutôt de gauche, kirchneriste, qui lui évidemment regrette le départ de Cristina Kirchner avec ce titre: El abrazo, l'accolade chaleureuse de cette population qui est venue sur la place de Mai pour rendre hommage à Cristina Kirchner, dans un éditorial où on nous explique à quel point sa présidence a été précieuse, surtout concernant la place de la politique face à l'économie. L'économie a arrêté de dominer tout. La politique a fini d'être subordonnée à l'économie. Lorsque Kirchner est arrivé au pouvoir, on a pu reprendre le cours du dialogue, en quelque sorte, un journal qui souligne qu'ils étaient près de 700 000 personnes sur la place de Mai, alors que la plupart des autres journaux évoquent plutôt 90 000 personnes. Toujours dans les médias argentins, la une choisie cette fois-ci par un autre journal qui n'est pas franchement favorable à Cristina Kirchner, Clarín, qui lui a choisi de mettre un homme au balcon qui veut le dialogue et l'unité. Un article sur le site internet de Clarín particulièrement défavorable à Cristina Kirchner. Il fustige d'abord l'ancienne présidente qui a refusé de transmettre l'écharpe et le bâton de commandement à son successeur. On explique dans cet article qu'elle a finalement transformé cette transition en véritable champ de bataille. On revient évidemment sur son bilan. On l'accuse d'avoir accablé la justice, d'avoir muselé la presse et en quelque sorte de s'être un peu pris pour Napoléon. Cet autre journal qu'on découvre ensemble, à Litoral, titre sur le fait justement que la passation de pouvoir s'est passée sans Cristina Kirchner. Et pour évoquer cette tension... Qui était vexé, qui n'a pas voulu être sur place. Qui n'a pas voulu être sur place et qui considère que ça n'aurait pas dû avoir lieu là où ça a eu lieu. Et puis, il y a même eu une bataille autour du compte Twitter Casa Rosada, qui a été rebaptisé dans l'urgence Casa Rosada 2003-2015, parce que les équipes de Kirchner avaient peur que ce compte Twitter soit récupéré par ceux qui arrivent au pouvoir. Évidemment, on sent bien qu'il y avait une certaine tension, avec une pointe d'ironie. Le Buenos Aires Herald titre sur une transition très argentine. On en parle aussi dans les médias français, notamment du côté de Paris Match, qui a choisi de revenir sur cette fin de l'ère Kirchner en photo, avec cette photo plutôt réussie. C'était à Ushuaia en 2012 pour commémorer le 30e anniversaire de la guerre des Malouines. Il y a quelques 35 photos, notamment celle-ci avec Hugo Chavez au moment où le chavisme ne va pas fort. Et puis le site Slate s'intéresse à la façon dont Cristina Kirchner a réussi à envoûter une nation de machos. Évidemment, l'article fait le parallèle avec Evita Perón. Il explique comme Evita Kirchner se démarque du féminisme tout en assumant son goût du luxe, du maquillage, des choses de fille. Elle prétend se plier au code du patriarcat en dirigeant l'Argentine de manière autonome. Par-dessus tout, son succès s'explique par son instinct politique hors pair, mais aussi parce qu'on est dans une logique de personnalisation du pouvoir et elle a réussi à le personnaliser mieux que n'importe qui. Et le Guardian, évidemment, pose une question que beaucoup se posent. Alors, Cristina s'en va, mais pour combien de temps ? Et un œil sur les médias, vu l'actualité aujourd'hui, ne pouvait pas ne pas se saisir de l'affaire Karim Benzema, l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant de l'équipe de France qui est exclu jusqu'à nouvel ordre. Exclu jusqu'à nouvel ordre. Alors c'est vrai que cette affaire était un petit peu incontournable. Il suffit de voir cette photo lors de cette conférence de presse de Noël Le Graët. Il y avait énormément de journalistes, notamment des journalistes étrangers. Noël Le Graët qui a donc annoncé que pour l'instant Benzema n'était plus sélectionnable en équipe de France. Il l'a annoncé, mais il a pris les pincettes. C'est ce que souligne ce blog consacré au sport du Figaro, Noël Le Graët, ou comment sanctionner Benzema tout en lui présentant des excuses. C'est vrai qu'on a sorti une certaine tendresse pendant cette conférence de presse. C'est vrai, il a aussi évoqué des tensions extérieures, celles des médias, celles des politiques qui se sont parfois exprimées, et puis celles de l'opinion. On a eu un sondage il n'y a pas très longtemps qui expliquait que 82% des Français considéraient que Benzema n'avait plus sa place en équipe de France. Alors,
il a eu cette phrase, Noël Le Graët: l'affaire Karim Benzema, pour moi, c'est un crève-cœur. Une phrase qui a été largement reprise par les commentateurs sportifs. Et Karim Benzema qui a réagi là dans la soirée sur son compte Twitter aux alentours de 20h heure française. Il explique qu'il respecte cette décision et qu'il a confiance dans le président Noël Le Graët, une façon en quelque sorte de lui rendre cette amabilité qu'il a pu avoir pour lui. Du côté des médias étrangers, on en parle aussi beaucoup et on est assez sidéré parce que même si du côté, par exemple, du foot anglo-saxon, on a l'habitude des scandales, il y a eu des affaires d'adultère, il y a eu des affaires de racisme, mais on explique que jamais on a vu une affaire de chantage comme celle-là qui impliquerait éventuellement un joueur. Et c'est vrai que du côté des médias britanniques, on s'en étonne beaucoup moins du côté des médias italiens, en tout cas du côté de la Gazzetta dello Sport. Chacun ses mœurs. Chacun ses mœurs, qui considère que c'est toute une génération qui a raté en quelque sorte le virage. C'est Benzema, mais aussi un certain nombre d'autres joueurs qui ont été parfois accusés de semer le trouble dans les vestiaires. On va changer maintenant de sujet. On va en Islande où de plus en plus de personnes se convertissent. Alors j'ai dû quand même lire le mot plusieurs fois. Au zuisme. Alors le zuisme, c'est une religion qui n'existe plus. Une religion. Mais elle a existé. Elle a existé il y a 4000 ans. C'est une religion mésopotamienne qui vouait un culte à la divinité Zu. Alors c'est vrai que c'est étonnant, mais en quelques jours, il y a eu quelques 3100 personnes qui ont décidé d'adopter cette religion, soit 1% de la population en Islande. Alors évidemment, les médias s'interrogent, comme ce média, Island Mag. En réalité, c'est pour des raisons politiques, parce qu'en Islande, vous êtes obligé de payer une taxe pour pouvoir, en quelque sorte, tenir en bon état les différents édifices religieux, 73 €, même ceux qui n'ont aucune religion. Alors, ils ont décidé d'en reprendre une à leur compte pour que cet argent qu'ils payent, eh bien, il leur revienne, puisque ceux qui sont à la tête de ce culte qui est réapparu redistribuent l'argent aux fidèles. Karim Yayaoui avec un œil sur les médias, merci beaucoup. Et le zouisme, voilà, qui intéresse beaucoup Gauthier Ribinski aussi ce soir. Merci.